tous, ravi de vous retrouver toujours en direct pour les éditions spéciales de la rédaction de Bâti Actu depuis le Mondial du bâtiment à la Porte de Versailles à Paris. Alors on va maintenant parler patrimoine. La relation entre le secteur du bâtiment et la sauvegarde du patrimoine est très étroite en fait. Les chantiers de restauration patrimoniale fournissent de l'activité aux artisans, aux entreprises du bâtiment et ces derniers, grâce à leur savoir-faire, leurs compétences, entretiennent et réhabilitent les trésors historiques de nos villes mais aussi de nos campagnes. Il y a donc un vrai enjeu économique, social, professionnel autour du patrimoine. Mais au-delà du symbole, donc, le patrimoine c'est aussi un atout pour la France. Pour en parler, je suis très content d'accueillir le vice-président de la Fondation du patrimoine, Bertrand de Fédot. Bonjour monsieur. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous sur ce plateau. J'aimerais tout d'abord qu'on commence par prendre un petit peu de hauteur, si je peux dire. Qu'est-ce que les chantiers de réhabilitation en général peuvent apporter, notamment dans les territoires ruraux? En quoi le fait de rénover une église, un château, un moulin, un lavoir, en quoi effectivement ça peut engendrer des retombées pour les collectivités, mais aussi pour les entreprises, les habitants d'une région? Alors, le lien entre le patrimoine, l'activité économique locale, le tourisme, et même le lien social n'est plus à faire. Le patrimoine a un rôle considérable et un impact économique qui est très important et qui a été relayé récemment par toutes les opérations qui ont été développées, notamment dans le cadre du loto du patrimoine que tout le monde a suivi, ou bien sûr de l'opération qui est conduite sous le nom de Stéphane Bern et qui a, je pense, très largement contribué à sensibiliser l'opinion à ce que représente le patrimoine. Et donc le patrimoine a, puisque c'est votre question de départ, a un rôle économique très important. Vous voyez, quand on a fait remonter les demandes de financement pour l'opération Loto du patrimoine, le chiffrage de ces opérations a représenté plus de 2 milliards d'euros. C'est vous dire la profondeur du gisement. Et ce gisement ne s'épuise pas, puisque le loto du patrimoine fonctionne depuis maintenant un certain nombre d'années. Chaque année, on appelle des projets, et chaque année, il y en a de plus nombreux. Donc il y a véritablement un gisement qui est très large et qui supporte une activité économique qui est très répandue dans le territoire, puisque ça va des entreprises que l'on connaît bien, de maçonnerie, de couverture, de menuiserie, de cuivre, de plomberie, etc. Ça fait travailler tous les corps de métier. On fait travailler tous les corps de métier, quelquefois des corps de métier qui ont leur propre lettre de noblesse, comme des facteurs de vitraux, des sculpteurs, des tailleurs de pierre, qui sont des métiers qui font vivre beaucoup d'artisans. Et donc il y a derrière cette activité toute une activité économique qui est une activité qui est liée à l'entretien du bâtiment. Ça, c'est un premier niveau. Et puis après ça, vous avez un second niveau qui est très important, c'est que ce patrimoine, il est le point d'appui de ce qui est la première industrie française, qui est le tourisme. On a vu d'ailleurs l'impact que pouvait avoir la Covid sur le ralentissement du tourisme et sur évidemment le niveau de l'activité économique en France. Le patrimoine est un des éléments importants du soutien du tourisme parce que de plus en plus, même quand, j'allais dire, les estivants ou ceux qui prennent leurs vacances vont en montagne ou au bord de la mer, de plus en plus, ils réservent une part de leur temps à une activité culturelle. Parce qu'on a cette chance en France, là pour le coup il n'y a pas d'inégalité, tous les territoires en France ont toujours un petit château, un petit monument à aller voir quelque part. Ouais. D'autant que le propre de la Fondation du patrimoine, sa vocation même, est de s'intéresser au patrimoine de proximité. Vous voyez, traditionnellement en France et depuis le 19e siècle, depuis Mérimée que tout le monde connaît, qui a fondé j'allais dire la protection des monuments historiques, on avait une approche quand même très liée aux grands monuments. Le patrimoine, c'était les cathédrales, c'était les grands châteaux, c'était les monuments classés. Et finalement, ça a abouti à un inventaire qui est déjà important, ce qui fait à peu près 45 000 bâtiments classés. Mais c'est très peu de choses par rapport à ce que représente le patrimoine diffus sur l'ensemble de la France.
Vous voyez par exemple dans des pays comme l'Allemagne ou l'Angleterre, où on a fait des approches patrimoniales beaucoup plus systématiques, on arrive à faire des inventaires qui dépassent le million d'objets intéressants qui vont justement des moulins au calvaire, les petites chapelles, les lavoirs, etc. Et donc on se rend bien compte que le gisement que représente le patrimoine, non seulement il est un gisement pour le travail, pour l'activité, pour fournir des emplois, une activité économique, il est un gisement pour le tourisme de plus en plus, hein, et il est également un élément qui concourt à la sauvegarde de la mémoire, à la sauvegarde du lien social, et de plus en plus à la réutilisation de ce patrimoine pour des activités qui sont très nécessaires à la vie commune. Par exemple, à la Fondation du patrimoine, il nous arrive souvent de financer des restaurations de bâtiments qui sont proposés pour faire des EHPAD, par exemple, ou pour accueillir des enfants ou des jeunes ou des moins jeunes qui ont besoin d'accompagnement en raison de leur handicap. Et donc le patrimoine, qui n'est pas au départ fait pour ces activités, a aussi des mérites étonnants pour accueillir des gens. Moi je me rappelle avoir donné des prix en Bretagne ou dans le midi de la France pour la rénovation de châteaux qui étaient un peu abandonnés et dont les propriétaires, les initiateurs avaient pris le parti remarquable de les transformer en lieu d'accueil, par exemple pour des enfants handicapés, avec des activités pour le cheval, etc. Et ça donne des résultats incroyables. Il y a plein de finalités envisageables. Donc vous voyez, dans le patrimoine, il ne faut pas voir uniquement les vieilles pierres. Voilà. Il faut voir une activité économique, une activité touristique, un lien social et la remise à disposition de biens qui, s'ils sont restés, c'est qu'ils avaient un intérêt, qu'ils avaient été bien construits et qui très souvent retrouvent une utilité inattendue avec leur valeur propre, j'allais dire leur charme propre, qui permet de proposer. Vous voyez, je me rappelle ce petit château qui avait été transformé pour recevoir des jeunes, des adolescents handicapés. C'est autre chose de les mettre dans des endroits qui sont dans la nature avec des chevaux, avec un environnement qui est soigné, avec un goût. Les enfants, ils sont très sensibles, tout le monde y est très sensible. Et donc on voit que ce patrimoine, il sert au fond à accueillir des activités extrêmement diverses. Et c'est pas du tout, contrairement à ce qu'on a pu, j'allais dire, imaginer dans le passé, c'est né comme ça. C'est pas du tout un regard vers le passé. C'est vraiment cette idée de redécouvrir. Au contraire, on réhabilite justement pour des projets d'avenir. Réhabiliter, redécouvrir, réutiliser. Alors rénover donc un site historique, effectivement, c'est pas seulement nettoyer des vieilles pierres, vous venez de le dire. Vous avez aussi parlé il y a quelques instants de Stéphane Bern, du rôle qu'il joue effectivement dans le cadre de la mission patrimoine. La Fondation du patrimoine déploie cette mission patrimoine. Votre organisation est impliquée aux quatre coins de la France. Est-ce que vous pourriez tirer un bilan de cette mission patrimoine et peut-être aussi nous parler des perspectives pour le cru 2022, là, les projets qui ont été retenus pour l'année 2022? Alors, la mission patrimoine qui est financée, vous le savez, par le loto du patrimoine, à la Française des Jeux, pour vous donner un ordre de grandeur, ça draine à peu près 25 millions d'euros par an. C'est beaucoup parce que, vous voyez, le budget annuel de la Fondation du patrimoine, c'est à peu près 80 millions d'euros à l'heure actuelle, et donc ça fait plus du quart du budget. Bon, donc ça contribue de façon très significative. En plus de cela, ça donne lieu à ce qu'on pourrait appeler un mouvement, parce que c'est un process qui est long, qui commence par des appels à projets, et donc vous avez des porteurs de projets qui ont le soin de présenter des dossiers, de faire des travaux, des études préalables, de s'adresser à des architectes, de façon à ce que
on ne reçoit pas simplement des bâtiments qui sont en danger, mais des bâtiments qui sont prêts à être transformés. Voilà, à être rénovés. Et donc, d'ailleurs, à la Fondation du patrimoine, nous attachons beaucoup d'importance à réduire les délais entre la sélection des projets et le lancement des travaux. Vous voyez, sur les travaux, les projets que nous avons sélectionnés depuis 3 ans maintenant, pratiquement 90% sont déjà entamés dans leurs travaux. Donc c'est un impact très rapide. Donc vous voyez, il y a cet impact financier, il y a ce mouvement, hein, et puis ça crée une émulation. Ouais. Alors vous savez que pour que ça touche un peu tout le monde, on a fait 2 niveaux de prix. Hein. On fait en gros par département, ouais, que ce soit les départements de métropole ou les départements d'outre-mer. On fait un prix très symbolique chaque année, de façon à ce qu'il y ait par département quelque chose qui projette une image de ce que c'est. Et puis après ça, nous avons des prix beaucoup plus diffus, hein, et qui touchent l'ensemble du territoire, ouais, et qui permettent donc d'adosser à cette opération non seulement des projets qui sont significatifs et symboliques, mais aussi des projets de proximité. Ouais. Comme ça, effectivement, non seulement les sites et monuments les plus emblématiques peuvent être concernés par ces chantiers-là, mais aussi, comme je disais, la petite église du coin, le petit château du coin. Pour terminer, j'aimerais savoir quel regard vous portez sur l'avenir du patrimoine. Est-ce que vous le jugez en péril? Est-ce que, au contraire, vous venez en partie de répondre à cette question, mais est-ce qu'au contraire vous estimez qu'il y a donc une réelle prise de conscience? Est-ce que vous êtes confiant, voilà, pour la sauvegarde du patrimoine dans les années qui viennent? Il y a énormément à faire. Ouais. Il y a énormément à faire parce que le patrimoine historique, même bien entretenu, même restauré, est souvent fragile. Bon. Et donc, il doit faire l'objet de soins constants. Mais là où je suis vraiment confiant, vous voyez, il se trouve que je viens d'avoir le privilège de présider les Awards européens du patrimoine pour une organisation à laquelle appartient Europa Nostra, à laquelle appartient la Fondation du patrimoine, qui s'appelle Europa Nostra. Et j'ai pu voir à travers les 27 pays d'Europe ce que représentait le patrimoine. C'est dommage d'ailleurs qu'on n'ait pas fait plus tôt l'Europe du patrimoine. Et j'ai pu noter qu'émergeaient trois grandes tendances qui me paraissent très importantes. D'abord, le patrimoine devient de plus en plus un élément de transmission des savoirs et un élément pédagogique. Ça, c'est surtout vrai dans les pays scandinaves, où le patrimoine de proximité est systématiquement utilisé par le monde scolaire pour aller sur le terrain et proposer aux enfants de découvrir ce qui est survenu avant eux. Et en plus, ces expériences ont cet intérêt de permettre de croiser le troisième âge et les enfants, parce qu'une bonne partie de ces transmissions se fait comme ça. Et ça, je trouve que c'est une tendance qui est très positive. Les générations se retrouvent autour du patrimoine. Voilà. La deuxième tendance que je trouve très importante, c'est le lien de plus en plus marqué entre le patrimoine et l'outil numérique. Ouais. Non pas tellement pour se promener avec une tablette dans un musée en disant regardez telle statue ou tel vitrail, c'est déjà très bien. Hein. Mais on s'aperçoit que pour ce qu'il est convenu d'appeler les digital natives, dont je ne suis pas, vous non plus. Un petit peu. Un petit peu, bon. Je suis à cheval disons le numérique d'une façon générale est la voie absolument prioritaire, parfois unique, d'accès au savoir. Ouais. Et donc, il y a un travail considérable à faire pour ceux de cette génération qui accèdent à la connaissance par l'outil numérique. Cet outil leur permet d'accéder aussi au patrimoine. Et c'est vrai pour le patrimoine architectural, c'est très vrai pour le patrimoine musical, par exemple. Et on a donné un award tout à fait important à l'orchestre de Barcelone, qui était financé par la Caixa, pour proposer à des enfants qui avaient été élevés dans la culture du rap, par exemple, d'avoir accès par des techniques de métaverse, en fait, à ce que peut être un orchestre symphonique
et à l'harmonie d'une façon générale. Ouais. Ça donne des résultats étonnants. Bon. Et puis la troisième tendance que je vois émerger, c'est l'accompagnement à ce qu'il est convenu d'appeler le soft tourisme et qui s'oppose au tourisme de masse. C'est-à-dire qu'on a vu se développer depuis quelques décennies un tourisme très massif dans lequel on prend les gens de façon très globale et puis on les emmène dans des bâtiments sans trop d'explications. Ce qui se développe à l'heure actuelle de façon vraiment remarquable, c'est le tourisme de proximité, c'est-à-dire qui permet à des gens de prendre plus de temps, souvent avec des moyens de locomotion qui sont beaucoup plus lents. C'est la bicyclette, c'est le cheval, c'est les pieds. On marche beaucoup. Hein. Ah, oui. C'est quelquefois l'âne, enfin des choses assez amusantes. Et ce sont des propositions qui permettent non pas de consacrer son temps uniquement aux gros éléments de patrimoine, mais à pénétrer vraiment une culture locale, c'est-à-dire de reprendre un chemin, comme on fait à Compostelle, mais il y a beaucoup de propositions qui se développent comme ça au niveau européen et qui non seulement proposent des itinéraires, mais proposent des accompagnements avec des activités qui sont faites par les populations locales dans les villages qui ont un succès considérable et qui utilisent d'une façon générale le patrimoine comme un élément de ressourcement et de création de liens sociaux. Et donc vous voyez ces trois tendances, la transmission par la pédagogie, l'adaptation de la connaissance du patrimoine à l'outil numérique et l'accompagnement du soft tourisme me paraissent des éléments très positifs et très convaincants pour l'avenir du patrimoine. Ça démontre que le patrimoine s'inscrit dans les enjeux de demain sans aucune difficulté. Le patrimoine est clairement une valeur d'avenir. Effectivement. Merci beaucoup Bertrand de Fédot. Je rappelle que vous êtes vice-président de la Fondation du patrimoine. Merci beaucoup pour cet échange passionnant autour du patrimoine. Donc le patrimoine, ce sont des sites, des monuments historiques, mais ce sont aussi des passionnés bénévoles et des passionnés artisans également, qui avec leurs compétences permettent à tous ces sites de leur faire traverser les siècles et de nous parvenir encore aujourd'hui. Et merci à vous aussi qui nous suivez pour les éditions spéciales de Bâti Actu, toujours en direct du Mondial du bâtiment. On se retrouve très rapidement, merci.